Merci. D'abord, bon, je vous dois des excuses pour la façon dont ces conférences, topos, ont été resserrées. C'est lié au fait que Michel et moi, nous ne pouvons pas anticiper nos dates de présence ici. Voilà. J'opérerai donc en deux temps. Aujourd'hui, je vais essentiellement insister sur le statut, on va le voir, ambigu et difficile, contrairement à ce qu'on croit, du communisme chez Marx. Et la semaine prochaine, si ça intéresse les amis, j'insisterai sur le problème du dépérissement du marché, et donc aussi du statut de la force de travail, qui en principe n'est plus salarié. Bon. Aujourd'hui donc, le statut du communisme, et pour commencer, le fait qu'il y a, contrairement à ce qu'on croit souvent, deux modèles de socialisation chez Marx, et pas un. La croyance en un seul modèle, elle est simple, elle vient du manifeste, souvenez-vous de la fin de la deuxième partie du manifeste, hein, où en gros le manifeste nous donne une image nette de ce qui est devenu la vulgate, en quelque sorte, du socialisme, hein, nationalisation, plan et un truc un peu plus mystérieux, pouvoir des travailleurs. Bon. Si vous regardez le passage, vous voyez par exemple, centralisation du crédit entre les mains de l'État par une banque nationale au capital public doté d'un monopole exclusif. Centralisation entre les mains de l'État de tous les moyens de transport, multiplication des usines nationales et des instruments de production, défrichement et amélioration des terres cultivables d'après un plan collectif, bon. Travail obligatoire à égalité pour tous, création d'armées du travail, en particulier dans l'agriculture. Bon. Donc on voit à peu près ce qui a pu donner lieu, si vous voulez, à l'interprétation, disons, traditionnelle du socialisme. Seulement, attention, ce programme, en réalité, c'est un programme immédiat, qui ne prétend pas du tout nous dire ce que sera la société communiste. C'est des mesures à appliquer ici et maintenant. Et la preuve en est que vous les retrouvez dans le programme de la Ligue des communistes, rédigé par Marx quelque temps après, vous les retrouvez à peu près tels quels. Bon. Par exemple, dans ce programme de 1848, vous trouvez les domaines princiers et autres féodaux, toutes les mines carrières sont transformées en propriété d'État. Le point 10 prône la nationalisation des banques, on la retrouve, afin de supprimer les opérations propres des banques et de tourner l'activité de la banque d'État vers la production. Donc là, la limitation, si vous voulez, vous voyez, des méthodes de crédit, de toutes les arnaques bancaires au profit d'une banque d'investissement. Bon. Supprimer en quelque sorte toute circulation autonome du capital argent. À la place de toutes les banques privées, on met une banque d'État dont le papier a cours légal. Cette mesure rend possible de régler le crédit dans l'intérêt du peuple et sape la domination des grands financiers. La nationalisation des transports permet de les mettre à disposition gratuite des classes démunies. Vous voyez, ce programme qui nous rappelle la fin, mais c'est un programme du jour au lendemain. C'est ce qu'on fait quand on, vous voyez, hein, quand on est au pouvoir. Bon. Alors, je ne doute pas qu'aujourd'hui, les leaders de la gauche conchieraient leurs choses à l'idée d'annoncer ça à la télévision, mais c'est quand même, vous voyez, un programme immédiat. Seulement, attention, justement, la suppression de la propriété privée, est-ce qu'elle instaure vraiment le communisme dans un programme pareil? Ben non. C'est visible dans le programme parce qu'il maintient au moins initialement l'argent, le commerce et même un capital. Étatisé peut-être, mais ce que dit le programme est très clair, la nationalisation des banques en une banque unique, en substituant progressivement le papier-monnaie à l'or et à l'argent,
rend moins cher l'instrument du commerce bourgeois, le moyen d'échange universel, l'argent, hein, et permet de faire agir sur l'or et d'agir sur l'or et l'argent sur l'extérieur. Donc vous voyez bien, en réalité, ce programme, qui est un programme immédiat, ne nous donne pas du tout l'image de ce que peut être le communisme. Ce qu'il nous dit, c'est que dans une première étape, oui, on instaure quelque chose qui est de l'ordre du capitalisme d'État. Et ça touche un point sensible, c'est que, évidemment, donc, suffira peut-être pas de supprimer la propriété privée, simplement, pour avoir du communisme. Et là, l'expérience des pays de l'Est n'a pas toujours été prometteuse. Alors, qu'est-ce qu'il faut alors pour passer au communisme? Bon, là, c'est pas si facile de trouver. Le texte qui vient à l'esprit immédiatement, évidemment, c'est l'Anti-Düring d'Engels. Parce que, précisément, outre le fait qu'il reprend d'assez près, finalement, les termes du manifeste, hein, il ajoute comment celui-ci se mutile en communisme. Bon, le rapport capitaliste n'est pas abrogé, dit Engels, il est plutôt poussé à son comble. Mais à ce comble, il se renverse. La propriété d'État n'est pas la solution du conflit, mais elle recèle en soi le moyen formel, ce qui donne prise à la solution. Seulement, évidemment, ce renversement, il reste bien vague, là, tel que. Cette solution, ajoute Engels, peut seulement consister dans la reconnaissance dans les faits de la nature sociale des forces productives. Dans le fait donc que les modes de production, d'appropriation et d'échange sont mis en accord avec le caractère social des moyens de production. Et ceci ne peut arriver que si la société prend ouvertement et sans détour possession des forces productives qui excèdent toute autre direction que la sienne. Bon. Ah, bon, vous voyez bien d'abord que Engels, lui, est explicite sur le fait que on passe par un capitalisme d'État. Bon. Ensuite, il est non moins clair que, d'après lui, la socialisation dépend d'abord de l'extension des forces productives, matérielles. Bon. Que quand elles sont totalement à l'échelle d'une société entière, elles ne peuvent plus être simplement dirigées par des appropriateurs privés. Bon. Alors, est-ce que ça suffit? On va savoir que c'est pas si simple. Et ensuite, il y a un détail quand même frappant. Engels commence par nous dire l'État s'empare, et ensuite il dit si la société. Bon, l'État n'est pas directement la société. Là encore, les expériences depuis semblent nous montrer que le passage de l'un à l'autre n'est pas une évidence. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le texte d'Engels? C'est que l'État est le moyen formel, comme il dit, de la solution, parce qu'il permet de passer de l'anarchie du marché à une économie planifiée, organisée. En s'emparant de la production, l'État prend la figure universelle d'un État de toute la société, ce qui suppose qu'il n'est plus d'intérêt propre distinct de la société, vous voyez, quand il s'empare de la totalité de l'économie. Alors ça encore, bon, les expériences ensuite semblent nous montrer qu'on ne passe pas aussi simplement de l'un à l'autre.
Le premier acte par lequel l'État entre en scène comme représentant de toute la société, la prise de possession des moyens de production au nom de la société, est également son dernier acte autonome en tant qu'État. L'intervention d'un pouvoir étatique dans les rapports sociaux devient superflue dans un domaine après l'autre. Le gouvernement des personnes fait place à l'administration des choses et à la direction du procès de production. Bon. Alors, là encore, toutes ces formules qu'Engels donne comme des sortes d'évidences qui vont de soi, elles ne vont pas si directement de soi. Bon. L'État représentant de la société. Vous savez, le représentant, il a une fâcheuse tendance de substituer au représenté. Oui, bon. L'administration des choses. Est-ce qu'une administration est une institution transparente? Oui, que la société peut diriger en quelque sorte à son gré. C'est pas clair. Là, si vous voulez, dans la suite des événements, ça donnera lieu au problème dit de la bureaucratie qui a alimenté des kilos de tonnes de papier dans les régimes socialistes ou prétendus tels. Bon. Donc vous voyez bien que toutes ces formules, c'est pas des évidences, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Simplement, qu'est-ce qui étaye le texte d'Engels? C'est que pour que tout ça ait un sens, il faut faire intervenir un autre terme, le plan, qui serait, en somme, la marque de cette domination sociale sur la production. L'organisation planifiée de la production résout la contradiction entre forces productives et rapports de production. Les forces productives massives, écrit Engels, produites à l'intérieur du mode de production capitaliste et qu'il ne peut plus maîtriser, n'attendent que la prise de possession par une société organisée en un effet conjugué, planifié, pour assurer à tous les membres de la société les moyens d'existence et de libre développement de leurs facultés, et ce, dans une mesure toujours croissante. Alors, vous voyez bien qu'il y a un problème là qui est net aussi. Engels ne parle pas, dans ce texte-là, de la force de travail ouvrière. Il parle des forces productives, mais pas spécifiquement du travail, et du travailleur, et de son statut. Bon. Alors, on va voir que ça, on va le voir revenir plus tard. Bon. Ensuite, il y a un autre problème. Ce qui sous-tend le texte, c'est l'idée que le capitalisme, c'est le chaos du marché, donc finalement pas capable de s'organiser, et que le socialisme, ce sera l'organisation. Alors je dis socialisme, bon, souvenez-vous, la partie de l'Anti-Düring où tout ça est traité s'appelle socialisme. En réalité, ça ne désigne pas un type de société à part. Ça désigne le processus de passage au communisme. Hein, le terme socialisme là, hein, et pas autre chose. Bon. Mais Engels a été le premier, par ailleurs, à nous dire que le capitalisme pouvait très bien, en un sens, s'organiser. Que donc, il a été, dans les textes, si vous voulez, de l'époque de la Seconde Internationale, il a été un des rares, justement, à mettre en cause l'opposition simple, capitalisme égale boxon, contre socialisme égale organisation. Vous voyez ? Et là, le texte, apparemment, n'en tient pas compte. Alors, en somme, ce que nous dit le père Engels, c'est que l'État s'éteint quand il recouvre la société et instaure une économie administrée. Et le lien des deux repose sur l'extension des forces productives. Et le schéma d'Engels suppose, en somme, que le capitalisme unirait les capitaux, vous voyez, tous,
hein, dans un seul centre qui serait l'État, et que c'est en somme ça qui fait la marque vraiment du socialisme. Vous voyez, ce qui d'ailleurs là va poser un problème, entre nous soit dit, aux successeurs. Déjà d'ailleurs du vivant d'Engels, les débats commencent, c'est de se dire, est-ce qu'une nationalisation faite par un État capitaliste est une préparation du socialisme? Et par exemple, pour vous donner juste deux exemples, Bebel en Allemagne et Jules Gued en France diront catégoriquement non. Bon. Bebel ira même jusqu'à dire la seule chose qu'on peut attendre d'un service public d'État, c'est qu'il nous montre ce qu'il ne faut pas faire. Et pour que l'étatisation soit en quelque sorte le dernier acte de l'État, il faut encore supposer quelque chose d'autre. Bon. C'est que le communisme est en un sens déjà là inscrit en quelque sorte dans la société capitaliste et que le socialisme, ça consiste à accoucher le veau qui est déjà dans la vache. Bon. La métaphore, elle n'est pas de moi, rassurez-vous. Elle est dans la critique du programme de Gotha de Marx, tout simplement. Donc là, c'est clair. Et c'est là d'ailleurs que Marx parle d'une première phase de la société communiste, telle qu'elle vient au jour en sortant de l'ancienne société. Donc ce schéma, en somme, de transition, se coule en quelque sorte dans le mouvement même du capital, dans sa concentration, d'abord, et dans la façon dont il socialise les forces productives. Et vous voyez là quelque chose qui va nous poser problème. Apparemment, la socialisation des forces productives serait en continuité sous le communisme avec celle du capitalisme. Mais là, il y a un problème qui va se poser. Les forces productives matérielles, ça reste à montrer, mais en tous les cas, est-ce que ça marche pour le travailleur, pour la force productive du travail? On va y revenir. Mais bon, de fait, Marx va dans ce sens-là. Le capital, écrit-il dans le livre 1 du Capital. Oui, alors je donnerai un texte après avec des références précises. Là, je les évoque simplement. Le capital, qui en soi s'appuie sur un mode de production sociale et présuppose une concentration sociale de moyens de production et de forces de travail, reçoit directement ici la forme de capital social, capital d'individus directement associés, par opposition avec le capital privé et ses entreprises, se présentant comme des entreprises sociales, par opposition avec les entreprises privées. C'est l'abrogation du capital comme propriété privée à l'intérieur des limites du production capitaliste lui-même, écrit Marx dans le livre 1 du Capital. Donc vous voyez, il y a un mouvement interne d'autonégation du capital qui permettrait de comprendre que, précisément, le veau est déjà en formation dans le ventre de la vache. En niant la propriété privée, le capital se nie lui-même, il s'autodépasse en préparant les conditions du communisme. Et vous avez là d'ailleurs la racine, vous voyez, de toute une tendance actuelle, en particulier chez des représentants de la vieille garde du PCF, qui consiste à nous dire le communisme est déjà là. Il est présent dans le capitalisme. Vous voyez, ça vient de cette façon d'envisager les choses que vous trouvez donc dans le livre 1 du Capital. Vous voyez, voilà, le royaume de Dieu est au milieu de vous.
Bon. Là, bon. J'ai toujours des doutes, mais je suis un mauvais esprit, comme chacun le sait. Donc, vous voyez bien, la socialisation des forces productives par le capital ferait en somme de l'intérieur sauter le capitalisme par excès d'extension. Bon. Ça, évidemment, là encore, c'est du Marx. C'est tout simplement l'autre texte qui a une présence proprement inflationniste dans le marxisme, ne serait-ce que parce que les autres n'étaient pas connus. Bon. À savoir la préface de la contribution à la critique de l'économie politique, qui vous présente un schéma en cliquet, comme ça, où les modes de production étendent les forces productives, lesquelles deviennent trop larges pour le rapport de production et le font sauter. Alors, le texte, je pense que vous le connaissez. Hein. À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou, ce qui n'en est qu'une expression juridique, avec les formes de propriété à l'intérieur desquelles il s'était mis jusqu'ici. De formes de développement des forces productives, ces rapports se changent en entraves, alors survient une époque de révolution sociale. Seulement voilà, cette façon d'envisager cette continuité, si vous voulez, entre le capitalisme et ce qui va se passer sous le communisme, ben, elle oblitère une question. Alors, la force de travail, on attend un peu, mais elle oblitère la question des paradigmes productifs du capitalisme. Comment le capitalisme produit toutes les saloperies qu'il arrive à vous fourguer. Bon. La tendance courante que vous trouvez, par exemple, même à propos de l'agriculture chez Marx ou chez Engels, c'est finalement le modèle de la grande industrie capitaliste. Bon. Présent là, tout au long du livre 1 du Capital. Seulement, voilà, cette grande industrie, elle est, on peut dire, productiviste à tout prix. Bon. Elle semble élargir à l'ensemble de la société la production industrielle. Une agriculture qui devient industrie. Marx a hésité. Bon, et ça, c'est l'essentiel de ce que je veux vous dire. Contrairement à ce qu'on croit, il a balancé entre des tendances souvent contradictoires. Il y a des textes productivistes chez Marx, et à tout prix. Texte où il évoque par exemple la force productive du travail social sans réserve, qui seul peut construire la base matérielle d'une société humaine libre, c'est-à-dire du communisme. Comme on le disait, ça s'applique à l'agriculture. Toutes les méthodes modernes, dit-il, comme l'irrigation, le drainage, le labourage mécanique, le traitement chimique, devraient être appliquées en grand à l'agriculture, mais le savoir scientifique en notre possession et les moyens techniques dont nous disposons comme les machines ne peuvent en aucun cas être appliqués avec succès, sinon en cultivant le sol à grande échelle. Vous voyez, l'industrialisation de l'agriculture. Bon. Ou encore, cette continuité affirmée par la libération du développement des forces productives. Bon. Le libre, sans entrave, progressif et universel développement des forces productives constitue la présupposition même de la société et donc de sa reproduction, où l'unique présupposition consiste à outrepasser le point de départ. Là c'est clair, c'est du toujours plus. Bon.
Et là, évidemment, on voit bien que derrière ça, il y a l'idée d'une maîtrise sur la nature, d'une appropriation maîtrise, hein, mainmise sur la nature. Bon. Qu'on voit d'ailleurs dans certains textes de Marx, où il parle du moyen de production que le travailleur insère entre la nature et lui, hein, entre une nature inorganique, dit-il, dont il se rend maître. Bon, vous voyez, cette appropriation maîtrise. Mais pas de peau. Marx récuse cette idée d'une appropriation maîtrise. Donc, premier os qu'on voit apparaître, vous voyez, et il récuse au profit d'une appropriation fondée sur une autre métaphore, celle de l'usufruit. Pourquoi? Parce que l'usufruit, on transmet le bien aux successeurs. Bon. Mais pour le leur transmettre, il faut leur transmettre en bon état. Il ne faut pas faire brûler la baraque avant de faire l'héritage. Même une société tout entière, une nation, la totalité même des sociétés contemporaines assemblées, ne sont pas propriétaires de la terre. Elles en sont les possesseurs, les usufruitiers, et devront la léguer comme de bons pères de famille en meilleur état aux générations suivantes. Livre 3 du Capital, cette fois. Donc, vous voyez, deux images de l'appropriation en opposition au fantasme de maîtrise s'oppose l'idée, en somme, d'une raison rectificatrice, hein, qui doit compenser ce qu'elle peut occasionner. Voyez ? Et l'exploitation capitaliste des richesses n'a pas échappé à Marx, et l'a obligé à poser la question de ce qu'on appellerait aujourd'hui la durabilité du développement. Hein ? Le fameux texte du livre 1, la production capitaliste ne développe donc la richesse et la combinaison du procès de travail social qu'en sapant en même temps les sources de toute richesse, la terre et le travailleur. D'où là, évidemment, vous voyez, on a tiré de ces textes-là l'image d'un Marx écolo avant la lettre, ce qui est évidemment un anachronisme, hein, parce qu'il n'y a pas d'autonomie de l'écologie chez Marx, en tout état de cause. Bon. Ça s'inscrit, si vous voulez, dans le processus du travail, dans les rapports sociaux, ça n'a pas de domaine à part. C'est ce qui fait que je ne crois pas du tout, vous voyez, au Marx écolo, par exemple, de Pénarvis ou un truc comme ça. Ou John Bellamy Foster. Bon. Alors on le disait, la dialectique de l'autodépassement du capital dont on a parlé conduit finalement à faire de la propriété collective d'abord la négation de la propriété privée. Ce qui évidemment permet de dire que la propriété publique étatique sort du cadre proprement capitaliste. C'est vrai que ça va devenir le Pontozane de la Deuxième Internationale. Bon, si ça amuse les amis un jour, je vous ferai un topo sur les théoriciens de la Deuxième Internationale, mais là, ce sera vraiment le Pontozane. Bon, passons. Marx y a mis la main, lui-même, à ce genre d'image. Bon. En concevant l'appropriation sociale comme l'envers de la propriété privée, bon, elle rétablit l'appropriation sociale, non la propriété privée du travailleur, mais sa propriété individuelle, fondée sur les acquis de l'ère capitaliste, sur la coopération et la possession commune de tous les moyens de production, y compris le sol.
Mais là, il y a encore un problème, c'est celui qu'on évoquait tout à l'heure. Engels, par exemple, a eu à lutter contre les conséquences politiques de cette assimilation simple, propriété privée d'un côté, hein, propriété d'État social de l'autre. Il a eu à lutter contre les conséquences politiques de cette vision dans la social-démocratie allemande. Si le socialisme se réduit à l'étatisation de l'économie par voie de nationalisation, ben, comme on le disait, toute nationalisation opérée par l'État capitaliste devient du socialisme sans le savoir. Bon. Qui deviendra ensuite, alors, après, une vulgate, effectivement. Pas tellement au début de la Deuxième Internationale, mais après. Bon, ça, Alors, Engels, par exemple, dans une lettre, il dit « C'est une falsification purement intéressée des bourgeois de Manchester. » C'est le libéralisme anglais, ça, c'est le laisser-faire. Voilà. Que de désigner comme socialisme toute immixtion de l'État dans la libre concurrence, tarif protectionniste. Ouais, là, Trump serait de plein droit. Corporation, monopole du tabac, étatisation de branches d'industrie, commerce maritime, manufacture royale de porcelaine. Tout ça, là, nous devons le critiquer, pas y croire. Plus brutalement, à propos d'un nommé Zinger, il fait partie de ceux qui voient dans l'étatisation de n'importe quoi une mesure admis-socialiste ou au moins préparatoire, et qui donc s'enthousiasment en secret pour les tarifs protectionnistes, le monopole du tabac, l'étatisation des chemins de fer, etc. Ce sont là des conneries héritées d'un combat unilatéralement outré contre la clique de Manchester. On ne peut pas être plus clair, hein, ni plus direct. Et ça, vous voyez bien, on retrouve là l'inspiration qu'il y avait dans l'anti-Düring, c'est que finalement, il n'y a de nationalisation intéressante d'abord que celle qui est à l'échelon de la société. Vous voyez, bon, l'industrie de la moutarde n'a probablement pas d'intérêt à être nationalisée, du moins dans l'immédiat, encore que. Bon, et puis, à condition que ça appartienne à un processus qui est celui de l'État socialiste. Bon. Et là, on retrouve tout ce qu'on disait sur les hésitations ensuite. Bon, vous voyez, dans la social-démocratie allemande, ça se comprend parce que, bon, il y avait l'étatisme de Bismarck, qui a fondé, par exemple, un régime d'assurance sociale, etc. Bon. Donc, face à cet étatisme de Bismarck, certains théoriciens ont eu tendance à dire, ben non, il n'y a que quand ce sera nous que ça vaudra la peine d'être... bon. Mais en France, Julien a dit la même chose. Hein. Alors là encore, le texte, bon, les deux textes, ils sont embarrassants sur un point bien précis. Engels parle de nationalisation à l'échelle de la société. Alors, bon, la porcelaine de Meissen, bon, on s'en fout un peu, mais la nationalisation des chemins de fer dont il parle, bah, c'est quand même plus difficile à avaler que ça ne puisse pas faire partie, vous voyez, d'un programme. Et pourtant, là, il est simple et clair. Donc, vous voyez bien, là, notre premier mode de socialisation, il nous pose quand même pas mal de problèmes. Seulement, pas de peau, il y en a un deuxième. Une deuxième image de la socialisation qui a été très longtemps méconnue, recouverte, ignorée. Et pourtant. Et celle-là, elle a un intérêt, c'est qu'elle semble distinguer nationalisation et socialisation.
Seulement, est-ce qu'elle est incompatible avec la première? C'est pas si simple. Si l'ensemble des coopératives doit régler la production nationale selon un plan commun, la prendre sous sa direction pour mettre fin à l'anarchie constante et au retour périodique des convulsions qui sont le destin inéluctable de la production capitaliste, que serait-ce d'autre, messieurs, que le communisme possible? Alors ce texte, qui a été ignoré, Lénine, dans l'État et la Révolution, il fait un commentaire ligne à ligne de la guerre civile en France, d'où le texte est tiré. Il n'y a qu'un passage qu'il ne commande pas, c'est celui-là. Bon, on va voir pourquoi après. Ça n'a pas de cause, c'est quand même dans la guerre civile en France. Alors, s'il y a quand même un texte important sur la révolution sociale, c'est bien celui-là. La coopérative comme forme propre de l'appropriation communiste. La nature même de chaque usine, qui tient plus seulement à une forme de propriété d'État ou pas. Vous voyez bien. Et c'est pas un texte unique, parce qu'on m'a souvent envoyé ça à la gueule quand je citais le passage. C'est un texte unique, non, pas du tout. Elle est destinée, cette appropriation par la coopérative, à remplacer la mythique unité des citoyens par l'unité réelle des producteurs. Avec la propriété collective, disparaît la prétendue volonté du peuple pour faire place à la volonté réelle de la coopérative. Alors évidemment, il s'agit d'un texte en plus qui est intéressant parce qu'il est purement privé. C'est les notes de Marx sur étatisme et anarchie de Bakounine. Alors très souvent, par exemple, beaucoup d'historiens présentaient la question en disant « Oui, Marx, il y a des petits passages coopératifs comme ça dans l'internationale, dans la première internationale, mais il n'était pas convaincu et c'était pas son... seulement ça, c'est pas vrai. Parce que là, on a un texte où il écrit pour lui et où il parle de la coopérative. Alors, lieu de formation de la décision sociale, lieu minimal d'unité des producteurs, forme probablement de gestion des entreprises, autogestion. Alors, quel est le problème? Ah ben, il n'est pas difficile à trouver. C'est que la propriété coopérative en elle-même ne sort pas du cadre du capitalisme. Bon. Eh oui. Bon. Après tout, la propriété coopérative peut très bien laisser les travailleurs s'exploiter collectivement. Eh ben oui. Il faut former. Il faut bien former du capital, il faut bien former de la plus-value. On peut le faire tous en cœur au lieu de le faire divisé et broyé par le capital. Bon, alors ne croyez pas que j'invente, parce que bon, toujours aura des... Les usines coopératives des ouvriers sont à l'intérieur de la vieille forme capitaliste. La première rupture de la vieille forme. Quoiqu'elles reproduisent et reproduisent nécessairement, naturellement, partout, dans leur organisation effective, tous les défauts du système existant. Mais l'antagonisme entre capital et travail est à l'intérieur d'elles abrogé, quoique seulement sous la forme où les travailleurs, en tant qu'association, sont leurs propres capitalistes, c'est-à-dire appliquent les moyens de production à la mise en valeur de leur propre travail.
c'est dans le livre 3 du Capital. Autrement dit, bon, d'abord, la coopération n'a de sens, voyez bien, qu'étendue à l'ensemble de la société et unifiée par elle. Mais ensuite, c'est pas comme forme de propriété qu'elles sont intéressantes. Après tout, dans le même passage du livre 3, Marx dit que cette espèce d'auto-dépassement interne du capital qu'on trouve dans les coopératives, on peut le trouver sur un autre plan dans les sociétés par action. Vous voyez bien, hein, c'est pas en tant que forme de propriété qu'elles sont utiles. Seulement, elles concernent spécifiquement le travail et le travailleur, la division du travail. Pour convertir la production sociale en un large et harmonieux système de travail coopératif, il faut des changements sociaux généraux, changements dans les conditions générales de la société qui ne peuvent être réalisés que par le moyen de la puissance organisée de la société, le pouvoir d'État arraché des mains des capitalistes et des propriétaires fonciers et transféré aux mains des producteurs eux-mêmes. Ça, c'est la résolution, une résolution du premier congrès de l'Internationale, de la première internationale. Alors malheureusement, Marx n'est pas autrement explicite dans ce texte sur les fameux bouleversements généraux que l'État ouvrier doit entreprendre. La planification qu'on a vue apparaître dans la guerre civile, hein, les coopératives associées selon un plan commun, ça ne suffit pas à faire dépérir le processus capitaliste de valorisation, ni à assurer l'unité du large et harmonieux système de travail coopératif dont il est question ici. Et qui semble supposer, alors ça c'est plus intéressant, que la société doit fonctionner en quelque sorte comme une coopérative unique. Et là, évidemment, la coopérative unique, elle a de l'avenir. Hein, vous la retrouvez chez Bebel, chez Kautsky à ses débuts, mais lui, il a vite passé l'arme à gauche. Et puis, bien sûr, vous la retrouvez dans l'État et la Révolution. Hein? Seulement, là encore, cette union des coopératives, associées, etc., ça pose un redoutable problème des rapports avec l'État socialiste, qui n'est pas simplement réductible à cette association. Bon. Qui fait le plan, par exemple? Hein? Seul un État dépérissant ne serait pas un pouvoir extérieur dominant les coopératives. Ça vous explique le dispositif de la guerre civile en France. Les coopératives n'ont de sens qu'au sein du dépérissement de l'État, d'un État dépérissant tel que celui initié par la Commune. Seulement, vous voyez bien, la coopérative répond à un problème spécifique. Les travailleurs qui prennent en main l'organisation de leur propre boulot dans les entreprises. Donc, qui tentent de surmonter la division actuelle du travail, la séparation entre les tâches d'organisation, les tâches productives, entre les tâches intellectuelles, les tâches manuelles. Long processus, bon, certes, mais que les coopératives doivent commencer ici et maintenant. Bon. Autrement dit, elles répondent au problème de ce que le chapitre inédit du Capital, qui a été publié bien après, que Marx y avait annoncé, appelle la subsomption réelle
du travail au capital. La subordination, si vous voulez, du travailleur dans le procès de production. C'est ça la fonction de la coopérative. Alors, pour harmoniser les deux modèles de socialisation, Engels l'a tenté. Il le concilie en faisant de la coopérative le mode de gestion de la propriété d'État. Dans une lettre à Bebel, justement, de 1885, Marx et moi, dit-il, et alors, bon, vous voyez, il parle au nom des deux là. Hein. Bon, on peut lui faire confiance. Hein, bon. Marx et moi n'avons jamais douté que, pour passer à la pleine économie communiste, la gestion coopérative à grande échelle constituait une étape intermédiaire. Seulement, il faudra en prévoir le fonctionnement de sorte que la société, donc tout d'abord l'État, conserve la propriété des moyens de production, afin que les intérêts particuliers des coopératives ne puissent pas se cristalliser en face de la société dans son ensemble. Alors là, bon, qu'est-ce qui est visé ? Ben, il faut que l'appropriation sociale soit effectivement celle de l'ensemble des producteurs et pas celle, par exemple, d'un corps de métier. La mine aux mineurs, les chemins de fer aux cheminots, une appropriation morcelée, comme ça, qui fait qu'il y aurait des intérêts particuliers, en quelque sorte privés, de chaque branche de production, avec des formes de concurrence plus ou moins directes et pourquoi pas politiques entre les différentes branches de production. Bon. Alors non, il ne faut pas que la mine soit aux mineurs et les chemins de fer aux cheminots, mais par contre c'est bien à ceux qui y travaillent de les gérer démocratiquement, de façon concertée avec les autres branches de l'économie. Et Marx le montre dans un texte apparemment mineur d'ailleurs, mais assez symptomatique. Il dit « Je dis au contraire, le mouvement social amènera à décider que la terre ne peut être possédée que par la nation elle-même. Abandonner le sol aux mains des travailleurs ruraux associés reviendrait à livrer la société à une classe exclusive de producteurs. » Donc texte intéressant qui nous dit une appropriation morcelée, c'est la reconstitution de la lutte des classes sous d'autres formes. C'est un article qui s'appelle « La nationalisation de la terre » de 1872. Pour concilier les deux, les deux pères fondateurs avaient un terme qui leur a servi tout au long de leur carrière à caractériser le communisme. C'était l'association. Une définition constante. Là, vous la trouvez de 1843 à 1895. La fameuse association où le libre développement de chacun est le libre développement de tous, nous dit le manifeste. Dans le capital, la société comme association consciente et agissant selon ses plans. Et une troisième formule semble regrouper les deux quand Marx évoque l'élaboration des conditions de production en conditions de production universelles, collectivistes, sociales, dans le livre 3 du Capital. Bon là, ça va nous poser, là encore, un sale petit problème, si j'ose dire. Association, ça semble évoquer une sorte de convention, où les individus se mettent d'accord. Et où finalement, bah, c'est l'accord qui régit, comme on se met à plusieurs, association, bah oui, on s'associe, on va jouer au bridge ce soir, voilà, bon.
Et d'ailleurs, il y a des textes qui vont dans ce sens-là. Dans Misère de la philosophie, une convention basée sur le rapport de la somme des forces productives à la somme des besoins existants. Bon, en parlant du plan, vous voyez, qui serait une convention. Seulement, il n'y a qu'un bémol à ça. Si le communisme est de cette sorte de convention, est-ce que c'est encore un rapport social? Je vous rappelle que la préface de la contribution citée ci-dessus nous dit qu'un rapport social, il est nécessaire et indépendant de la volonté des hommes. Et que donc ce n'est pas une convention. Vous voyez? Ce qui va nous poser un problème, est-ce que le communisme serait en quelque sorte un au-delà de cette histoire que nous venons de voir, de cette histoire des luttes qu'on a évoquées, tout nouveau, tout beau, une société enfin transparente. Alors on va y revenir. Alors on a dit, avant d'en arriver à ce problème-là, on va reprendre un problème qu'on a vu émerger en cours de route avec la guerre civile en France. Le dépérissement de l'État, qui semble être lié, vous voyez, à la coopérativisation de l'économie. Alors là encore, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas univoque et c'est pas si simple. Les textes canoniques qu'on connaît tous, la critique du programme de Gotha bien sûr, mais les notes aussi sur étatisme et anarchie, indiquent en effet que les fonctions étatiques qui se maintiendront sous le communisme, bon, tout ne va pas disparaître du jour au lendemain évidemment, hein, ni même d'ailleurs à long terme, elles perdent leur caractère politique. De même que l'élection d'ailleurs. L'élection ne serait plus politique. Ce qui d'ailleurs, là encore, la rapproche en quelque sorte de quelque chose du type de l'association quand on élit un président de séance, vous voyez... Ce qui évidemment ouvre le chemin à l'assimilation de ce qui restera de l'État à une administration. Le caractère de l'élection ne dépend pas de ce nom, mais du fondement économique de la connexion économique des électeurs. Et dès que les fonctions ont cessé d'être politiques, il n'existe aucune fonction gouvernementale. La division des fonctions générales est devenue une affaire de la société qui ne donne lieu à aucune domination. L'élection n'a rien de son caractère politique d'aujourd'hui. C'est les notes sur étatisme et anarchie. Qui donc donne lieu à la vulgate, si j'ose dire, disparition de l'État égale disparition de la politique. Alors le problème, on a commencé à en parler, en réalité, est-ce qu'une administration des choses n'aurait rien à voir avec un État? Est-ce qu'elle n'est pas capable de s'ériger en structure au-dessus de la société? C'est pas évident. Il y a un curieux lapsus de Marx, d'ailleurs, dans un texte. Alors, c'est un lapsus. Mais, vous savez, comme disait l'autre, hein, ça parle. Le programme, à propos de la dictature du prolétariat, le programme n'a rien à voir avec cette dernière, ni avec la nature future de l'état de la société communiste. État de la société communiste, alors qu'en principe, c'est censé dépérir. Bon. Alors on peut toujours se dire, oui, ça concerne uniquement les fonctions administratives, mais bon, pourquoi c'est encore de l'État, hein? Ce qu'il y a derrière ça, c'est l'idée d'une administration qui serait justement une sorte de technicité transparente.
Ben, est-ce que ça se réduit à ça? Est-ce qu'il n'y a pas une matérialité institutionnelle des administrations qui est beaucoup plus embarrassante? Bon, là encore, hein, le programme, le futur n'est pas favorable. Seulement, cette vision-là, elle se heurte à d'autres choses. D'abord, quand Marx parle de la coopérative, donc comme régime productif, il dit lui-même, c'est dans la résolution de l'Internationale que je citais tout à l'heure, qu'il s'agit d'un régime républicain. Bon. Régime républicain, ça c'est de la politique. C'est plus rien. Bon. Et puis, la guerre civile en France nous explique que la commune, c'est la forme enfin trouvée de l'émancipation du travail. Mais la commune, c'est peut-être un état dépérissant, mais c'est encore de la politique. Bon. Alors, est-ce qu'il faut, vous voyez bien, notre deuxième problème, est-ce qu'il faut vraiment assimiler dépérissement de l'État et dépérissement de la politique? Bon. Ce que la tradition a fait, hein. Bon, tout le monde... Bon. Là encore, on en parlait l'autre fois, il y a une petite lumière qui... c'est celle de Lénine. Parce que le texte dont je parlais l'autre fois, hein, dans une annotation à l'économique de la période de transition de Boukharine, Lénine dit « les antagonismes disparaîtront sous le communisme ». Et il parle du communisme développé, hein, mais pas les contradictions. Autrement dit, ben, oui, les contradictions de fond, de classe, celles-là, il n'y en aura plus, mais il ne faut pas se faire d'illusions, il y aura encore des contradictions. Mais s'il y a encore des contradictions, est-ce qu'il ne faut pas envisager une politique pour les régler? Vous voyez? Ce qui semble prouver que la forme enfin trouvée de la commune, etc., c'est beaucoup plus que simplement une petite période transitoire, mais que ce sera bien aussi une façon de gérer, si on peut dire, la société communiste, liée au fameux système républicain que représente la coopérative. Donc vous voyez que notre problème des deux systèmes de collectivisation, hein, eh ben, il rééclate sous une autre forme, hein, dépérissement de l'État égal de la politique, ou bien une politique qui se maintiendra même quand il n'y aura plus d'État. Bon. Le modèle un peu de l'Assemblée générale. Mais vous savez, les assemblées générales, hein, quand on en a fait quelques-unes, on sait très bien que ce n'est pas simplement des conventions et qu'on se tape sur la gueule assez allègrement. Bon, les contradictions qui dépérissent pas, quoi. Alors, bon, on a donc deux problèmes sur le dos. Eh ben, je vais vous en mettre un troisième, désolé, bon, je finirai là-dessus pour aujourd'hui. Deux modèles de rationalité pour le communisme. Et pas un. Pas de tout. Ce qui correspond à ce dont on parlait tout à l'heure, par exemple, productivisme ou pas productivisme. On va voir le problème rebondir. Tel qu'il se donne dans le premier livre du Capital, parce que, bon, là, précisons un truc, hein, des textes de Marx sur le communisme, et même en rajoutant Engels, il n'y en a pas des kilos, contrairement à ce qu'on croit. Il n'y en a pas tant que ça. On verra qu'il faut, ils sont disséminés, il faut essayer de les regrouper pour en faire quelque chose. Mais donc, tel qu'il se présente dans le premier livre du Capital, le communisme se donne comme une société rationnellement transparente,
négation de l'anarchie-capitalisme et du fétichisme de la marchandise, et au-delà même de l'idéologie. Représentons-nous enfin une réunion d'hommes libres travaillant avec des moyens de production communs et dépensant, d'après un plan concerté, tiens, alors voilà, les forces individuelles comme une seule et même force de travail social. Oui. Une seule et même force de travail social, l'unité des travailleurs. Bon. Alors, réunion d'hommes libres, travaillant, etc. Là, le communisme réconcilie, vous voyez, l'appropriation des forces productives et la socialisation de la force de travail, unifiée en une seule force de travail sociale. Alors, ce que je viens de vous donner, c'est le texte de l'édition française, revue et corrigée par Marx, il l'a quasiment réécrite, hein, la trad qu'on connaissait tous. Hein. Bon. Où il y a effectivement l'allusion au plan, qui apparaît donc porteur, vous voyez, de cette rationalité sociale. Hein, bon. Mais tournons-nous vers le texte allemand. Bon, le plan n'y est pas. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a à la place. Mais ce que Marx a mis en français à la place du texte allemand. Bon. Le texte allemand nous dit ceci, qui travaille avec des moyens de production communs et dépense ses nombreuses forces de travail individuelles d'une façon consciente de soi comme une force de travail sociale. D'une façon consciente de soi. Et Marx a traduit en français par plan. Ouais, oui, bon, il est l'auteur, alors bon. Alors, autrement dit, vous voyez bien que là, on est en présence d'une société totalement consciente d'elle-même. Bon. Société transparente, de ce point de vue-là. Hein, le plan devient la conscience de soi de la société, puisqu'il y a l'équivalence, bon, et qu'elle n'est pas de moins. Ce qui fait de la société, en somme, le sujet qui domine l'objectivité matérielle des forces productives. Et on retrouve la domination sur les forces productives, hein, à travers cette conscience intégrale de soi, qui fait d'ailleurs que le communisme, et là Marx le dit dans le livre 1, est au-delà de l'idéologie. Hein. Aussi revient-il d'ailleurs au communisme de procéder au désenchantement du monde enchanté qu'est le capitalisme, contrairement à ce que dira Max Weber. Bon, hein, et mystiquement mythifié en quelque sorte du capitalisme. La configuration du processus social de la vie, c'est-à-dire du processus de production matérielle, ne déchire son voile nébuleux mystique que quand elle se tient comme produit d'hommes librement socialisés sous le contrôle planifié conscient. Alors là, c'est dans l'allemand. Là, ce que je viens de vous dire, c'est dans le texte allemand. Tournons-nous vers le français correspondant, c'est la vie sociale, dont la production matérielle et les rapports qu'elle implique forment la base, ne sera dégagée du voile mystique qui en voile l'aspect que le jour où s'y manifestera l'œuvre d'hommes librement associés, agissant consciemment et maîtres de leur propre mouvement social. Bon, le texte français, là, il est très clair sur cette transparence du communisme, etc. Mais vous remarquerez que là, c'est le plan qui n'y est plus. Bon, tout à l'heure, on le trouvait en français, pas en allemand. Là, il est dans le texte allemand, mais il a disparu du français, vous voyez. Mais, à mon avis, c'est pas du tout parce que... c'est précisément parce que tout ça ne fait qu'un dans la tête de Marx. Voilà. Que le plan est équivalent à la conscience intégrale que la société a d'elle-même. Et qu'elle est capable donc d'organiser, vous voyez, de mettre en œuvre dans l'organisation planifiée.
Alors là, est-ce qu'on n'est vraiment pas au-delà de ce que Marx avait pris l'habitude d'appeler rapport de production, hein, nécessaire, indépendant de la volonté des hommes. Là, il n'y a plus rien d'indépendant de la volonté des hommes. La société communiste maîtrise, à travers le plan, toute son activité. Elle en est le sujet intégralement dominant. Ça, entre nous soit dit, mais c'est juste une allusion. Il l'a pompé à Hegel, mais bon, à la phénoménologie de l'esprit. Mais oui, parce que les rapports sociaux de production, bon, souvenez-vous de la formule de la préface de la contribution, déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Un communisme qui semble être le dépassement du rapport de production. Alors, Marx, dans la préface de la contribution, faisait du capitalisme la fin de la préhistoire, donc du communisme le début de l'histoire. Ouais. Bah, c'est pas faux, hein, quand on voit ce que... Quand vous voyez la gueule à Trump, vous n'avez vraiment pas l'impression d'être sorti de la préhistoire, entre nous, soit dit. Bon. Mais donc le communisme deviendrait le début d'une histoire enfin consciente de l'humanité. Ce que d'ailleurs le livre 1 confirme, parce que le livre 1 du Capital divise l'histoire des sociétés en 3 parties. Des sociétés transparentes au début, vous voyez, puis des sociétés de classe obscures à elles-mêmes, bon, avec tous les mécanismes, fétichisme, etc. Et on retrouve la transparence à la fin. Bon. Et c'est-à-dire que le communisme, dépassant les limites des modes de production, serait en quelque sorte, si c'est un au-delà de mode de production, quelque chose d'absolu. Marx le dit jamais positivement. Mais il y a un passage où il semble le sous-entendre négativement, si j'ose dire, c'est quand il dit dans le livre 3 que le capitalisme n'est pas un mode de production absolu. Alors, est-ce qu'on n'en cherche pas un autre qui serait le communisme, vous voyez? Puisque le capitalisme n'est pas un mode de production absolu. Mais, alors, ça veut dire qu'il y en aurait un mode de production absolu, quelque part, évidemment, dans ce cas-là, c'est le communisme. Pas de peau. Le livre 3 du Capital nous dit le contraire. À ce fantasme de rationalité transparente, il oppose un communisme autorectificatif qui déploie en quelque sorte une rationalité toujours limitée. Vous voyez ? C'est la fameuse histoire des 2 règnes et du métabolisme, que vous trouvez donc dans un texte du livre 3 du Capital. Le règne de la liberté ne commence en fait que là où le travail, qui est déterminé par une nécessité et une finalité imposée de l'extérieur, cesse. Il se tient donc par sa nature au-delà de la sphère de la production matérielle proprement dite. Et là, vous voyez bien ce qui se passe. Il nous dit, la sphère du travail restera du domaine de la nécessité, bon, donc un vrai rapport de production, nécessaire, etc. Et le règne de la liberté, ce serait donc, comme il dit, au-delà de la sphère de la production matérielle proprement dite, c'est-à-dire que il y a une activité nécessairement limitée et prise dans la nécessité, bon, la production matérielle, et il y aurait une activité qui serait sa propre fin, qui aurait le développement du travailleur pour propre fin, pas du loisir au sens moderne,
s'il fallait le comparer à quelque chose, ça serait à un loisir tel que l'entend Aristote, vous voyez, le travail intellectuel désintéressé, etc. Bon. Et Marx va plus loin dans le texte parce que le communisme, donc, reproduit la nécessité et accroît sa dépendance devant elle en augmentant les besoins. Avec son développement, ce règne de la nécessité, écrit Marx, s'élargit avec l'élargissement des besoins. Mais en même temps s'élargissent les forces productives pour les satisfaire. La liberté dans ce domaine peut seulement consister en ce que l'homme socialisé, les producteurs associés, règlent rationnellement leur métabolisme avec la nature, le place sous leur contrôle collectif au lieu d'être dominé par lui comme une puissance aveugle, l'accomplissent en dépensant le minimum de force et dans les conditions les plus adéquates et les plus dignes de leur nature d'homme. Il ne faut pas traduire par nature humaine parce que Marx ne présuppose pas une nature humaine. Je dis ça parce que les traites courantes disent nature humaine. Mais voyez bien, là, qu'est-ce qui se passe? Pour satisfaire les besoins, il faut effectivement régler les échanges, mais là on retrouve ce que Marx disait avant, les régler de façon à ne pas tout casser, si j'ose dire, à ne pas casser la terre et le travailleur, comme le fait le capitalisme. Et donc le contrôle ici exercé sur la nature, qui porte sur l'échange avec elle, il ne peut pas abolir la nécessité naturelle. D'ailleurs, ça contredirait ce que Marx dit toujours, de la source de la richesse. La source de la richesse, c'est le travail et la nature. Ruiner la nature, et casser la richesse. Et là, vous le voyez bien, l'essence humaine elle-même, la nature de l'homme, elle est en quelque sorte dans un rapport social de nouveau, dans cet échange avec la nature qu'il faut bien régler du mieux qu'on peut. Bon. Je vous rappelle que la thèse 4 sur Feuerbach, justement, nous disait que l'essence humaine n'est rien d'autre que l'ensemble des rapports sociaux. Là, vous le retrouvez, si j'ose dire, adapté, voyez, à la production matérielle. L'essence humaine, c'est aussi l'auto-élaboration sociale des individus. Mais vous voyez bien que cette auto-élaboration, elle est toujours prise dans toujours la chaîne de la nécessité qu'on ne pourra pas abolir. Donc on n'est pas au-delà, au-dessus, etc. Alors, bon, là encore, est-ce que ce texte est isolé? Est-ce qu'il est tout seul chez Marx? Non. Les théories sur la plus-value renouvellent le texte entre une liberté, si vous voulez, qui serait au-delà de l'obligation sociale et la dépendance devant la nature. Mais le temps libre, écrit Marx, le temps disponible est la richesse même, à la fois pour jouir des produits et pour la libre activité qui n'est plus déterminée comme le travail par la contrainte d'un but extérieur qui doit être accompli et dont l'accomplissement est une nécessité naturelle ou un devoir social comme on voudra. Nécessité naturelle ou devoir social comme on voudra, la société est bien liée à la nature. Alors évidemment, bon, le temps libre et le temps productif, ils ne peuvent pas être totalement séparés. On verra comment ça se combine la prochaine fois. Si je ne vous ai pas complètement écœuré aujourd'hui, bon, mais vous voyez bien ce qui se passe. L'essentiel du communisme ici devient une sorte de pratique auto-transformante, qui s'auto-rectifie, donc qui n'est plus du tout cette rationalité apparemment dominante et extérieure du livre 1, que laisse entendre le livre 1.
Et là, bah, la régulation du métabolisme et le déploiement du temps libre apparaissent comme effectivement étant encore une histoire qui se redéfinit en redéfinissant la nature d'homme, la fameuse essence humaine qui n'est rien d'autre que l'ensemble des rapports sociaux de la quatrième thèse. Et ce que nous laisse entendre le texte, c'est que le moment décisif de cette redéfinition, c'est l'économie de temps de travail. La direction sociale du surtravail ainsi dégagée. Bon. Alors ça, on le reprendra la prochaine fois parce que ça sera la vraie définition de la richesse sous le communisme. Comme disait Lénine, c'est pas d'avoir autant de pianos et de kilos de truffes qu'on le désire. La véritable richesse, c'est l'économie de temps de travail. C'est le temps libre. Allez, on arrête là pour aujourd'hui, en espérant que je ne vous ai pas écœuré. Allez, je vais... C'est une belle perspective. Ah ben ça, bon. Bon, ben alors, je sais pas, tu veux... Je vais poser une première Attends, mais je crois que... Il y en a... Il y a des mains qui se sont levées, alors... Monsieur... Oui, c'est utile. Question? Madame, je crois, elle levait la main, non? Donc, vous avez... La phrase qui m'est venue, c'est une belle... Vous avez dit, je vous ai peut-être ennuyé, et je vous ai dit non, mais quelle belle perspective. Bon, on verra la semaine prochaine. Non, une question, mais disons des réflexions que j'ai envie de proposer. Finalement, tu les as pratiquement évoquées vers la fin. C'est la question de l'abondance ou de la gestion de la pénurie, parce que je la retourne aussitôt. Hein, parce que parler d'abondance, oui, d'accord, on sait bien que le règne de l'abondance, etc. etc. Bon. Mais moi, je retourne aussi, c'est la gestion de la pénurie. Et donc la question de l'état des forces productives, du niveau de leur développement. Et on en a eu une idée en creux quand tu cites cette histoire-là de la mine aux mineurs, etc., et de la terre aux paysans, et où Marx ou Engels, je ne sais pas lequel, dit qu'il ne faut pas laisser la mine aux mineurs ou la terre aux paysans, parce que sinon, les mecs, ils vont, comment dire... Il faut s'autonomiser. Faire ma masse. Bien. Mais derrière ça, il y a la question de la pénurie en réalité. Et dans une société qui n'est pas une société d'abondance, par définition, il y a une lutte pour la répartition du surplus, qui n'est pas suffisant. Le surplus n'est pas suffisant. Donc il y a une lutte pour s'accaparer le surplus, c'est-à-dire une lutte des classes. Voilà. Et donc la question du communisme, c'est aussi cette question comment dire, le communisme, il est voué sans doute pendant une longue période, qu'on le veuille ou non, à n'être que la gestion de la pénurie, et donc de devoir se trimballer la lutte des classes, me semble-t-il, et puis un jour, lequel, on ne sait pas, mais un jour viendra l'abondance. Bon. Je fais le lien avec le thème de la République que tu as évoqué, je ne sais pas si c'est toi ou tu citais quelqu'un, mais... C'est Marx, c'est la résolution de l'Internationale. C'est Marx. Mais pour moi, quand j'entends République, j'ai envie de traduire immédiatement gestion de la pénurie. C'est-à-dire,
Parce que la République, on a l'habitude de la définir en disant c'est l'intérêt général, l'intérêt public, etc. etc. Bon. Oui, mais c'est quoi l'intérêt général? C'est un arbitrage. C'est un arbitrage entre des inconvénients, entre des insuffisances, entre des pénuries. Je reviens. La République, c'est la gestion de la pénurie. C'est une société de classe. Pour moi, la question, c'est cette histoire d'abondance, de gestion de pénurie. Comment... ce ne sont pas des questions, mais c'est des réflexions. Oui, effectivement, le problème de l'abondance, ça part du point de vue des textes, hein, du point de vue ça part de la critique du programme de Gotha. Bon, où la deuxième phase de la société communiste serait une société où les sources de la richesse... alors, attention. Bon, le texte allemand dit couleront à plein. Il dit pas abondance. Déjà. Donc, n'allons pas trop vite à supposer une abondance absolue. C'est comme ça que souvent on a lu le texte. Hein, le pays de cocagne, on en aura autant qu'on en veut, etc. Bon, à mon avis, c'est une lecture trop facile. Et c'est, à mon avis, celle que Lénine récuse en disant, bon non, on n'aura pas autant de kilos de truffes et de piano, ce qui serait idiot d'ailleurs, on fume jamais 4 cigares à la fois, comme disait Picasso, et l'abondance, ce serait une abondance relative, c'est-à-dire où on a anticipé sur les besoins prévus, si j'ose dire. Bon. Mais ça ne veut pas dire une abondance, vous voyez, absolue, où tout coulera, comme ça, de toutes les fontaines. C'est ce qui fait que peut-être aussi que pour gérer cette abondance relative, la développer, savoir comment la développer, il faudra peut-être encore un État et une politique. Bon. Alors, la République, bon, faut pas oublier, alors, quand Marx dit républicain, effectivement, il n'a pas encore trouvé la forme d'émancipation du travail, c'est-à-dire la démocratie directe communale. Bon. C'est... donc, république, c'est la forme politique telle qu'on peut la trouver. Ça restera dans le mouvement ouvrier, d'ailleurs, parce que ce sera toutes les formules qui partent d'ailleurs d'Engels, où il dit que la République, ça sera le régime, c'est le régime politique du socialisme. Bon. Mais là, la République, à mon avis, il faudra la comprendre ensuite à partir de l'exemple communal. Donc, la démocratie directe. Autant que faire se peut. Et là, ça posera historiquement un problème énorme. C'est que, très vite, les théoriciens de la Deuxième Internationale, ils y renoncent tous, ou à peu près. Bon. Là, le prototype, c'est Kautsky lui-même, qui très vite, d'ailleurs, bon, ça commence du vivant même d'Engels au congrès d'Erfurt, les communalistes, on les fout dehors. Quoi. Et Kautsky commence à prendre la main sur la théorie et à proposer l'idée d'un État socialiste, bon, qui va connaître... Alors, je ne dis pas, attention, hein, l'État stalinien ne sort pas de Kautsky, là, non. Bon. Mais il va donner dans un étatisme, si vous voulez, qui va faire des dégâts ensuite. Alors, bon, intérêt général, ça c'est une abstraction, tout le monde le sait, mais c'est ce qui fait que Marx disait intérêt réel de la coopérative. Pour lutter contre cet intérêt abstrait, évidemment,
que le capital le prétend ériger au-dessus du travail, etc., bon, et qui neutralise, si vous voulez, la revendication du travail. Compléter, enfin, moi, à mon sens, la notion d'abondance est comprise, vous allez me dire si je me trompe, dans la conscience de soi de la société. C'est-à-dire à partir du moment où la société a conscience de soi, elle conscientise aussi les besoins. Non? Ben, oui, mais alors là, bon, on y reviendra la semaine prochaine. Le problème, c'est comment elle y arrive et comment elle se démerde. Certes, mais c'est pas non plus. Certes, mais dans le concept lui-même, voilà, ça fait partie. Après, j'ai une question. Dans l'avènement du communisme, vous n'avez pas parlé de la dictature du prolétariat, que Marx utilise très peu d'ailleurs le terme, et qui a provoqué des interprétations erronées. Vous pourriez nous dire ce qu'on entend par là? Ah, bon. Ben oui, parce que, pourquoi? Bon, là, oui, d'abord, du point de vue textuel, à ma connaissance, 10 ou 11 fois. Bon. C'est-à-dire très peu. Avec pas mal de variantes. Bon, mais... Et effectivement, en plus, dans le texte qui devrait être canonique sur la dictature du prolétariat, c'est-à-dire les guerres civiles en France, l'expression n'y est pas. Bon. Mais la dictature du prolétariat, si on veut lui donner son sens, on ne peut pas la distinguer du dépérissement de l'État. Sinon, mais si vous voulez, ça renvoie au fait que l'expression a eu deux sens, même plus, parce que elle a une histoire compliquée. Bon. Quand on parle de dictature, nous, évidemment, ce qu'on a en vue, c'est celle du XXe siècle, particulièrement féroce. Mais le modèle initial qu'ils avaient dans la tête, c'est le modèle romain. Bon, donc, d'un régime très transitoire, où le dictateur, vous savez, à Rome, il était élu 1 an, hein, et puis après, il fallait... bon, c'était pas du tout une institution stable et permanente. Bon, donc le modèle initial, c'est ça. Alors après, le problème, c'est que le mot va prendre deux significations différentes. D'un côté, la forme d'un régime qui serait une forme transitoire, mais qui, effectivement, dans certains textes de Marx, est une forme énergique et pourquoi pas violente. Bon. Et puis, il y a un sens structurel à la dictature du prolétariat, qui correspond au fait que toute domination de classe est une dictature, soit-elle aussi douce, aussi indolore soit-elle, c'est quand même une dictature. Vous voyez? Donc le sens structurel, lui, il ne présuppose pas un type d'exercice, par exemple violent ou pas. Bon. Mais dans la tradition, évidemment, tous ces sens se sont superposés sans qu'on fasse les distinctions nécessaires et sans qu'on rattache la fameuse dictature du prolétariat à la démocratie directe de la commune. Bon. Alors là, quand même, un des tout derniers textes d'Engels, ce sera pour dire, vous voulez savoir ce que c'est que la dictature du prolétariat, regardez la Commune de Paris. Voilà. Attends. Au niveau, on va dire, de l'approche marxiste et du communisme en général, j'ai l'impression que c'est très focalisé sur les structures de propriété et les systèmes de production. Mais qu'est-ce qu'il en est concernant les systèmes d'échange et de consommation? Parce que dans le capitalisme, on ne limite pas uniquement aux structures de propriété et aux systèmes de production, il y a aussi un système d'échange lié au marché et des structures de consommation. Donc, comment dans l'approche marxiste et communiste, ces deux aspects de système d'échange et de consommation sont abordés? Bon, ben alors, on a commencé à le voir avec l'opposition plan marché.
hein, puisque, et ça donnera lieu à la Vulgate, le plomb est censé remplacer le marché. Bon. Alors ça, je vais y revenir la semaine prochaine, parce que bon, c'est un gros morceau, mais bon, pour vous donner un aperçu, effectivement, comment on peut anticiper, par exemple, les besoins. Bon. Alors, Engels a été le premier à s'y coller, parce que, bon, Marx, finalement, c'est Engels le premier, si vous voulez, qui connaît un peu à la fois les théories économiques et la pratique. Bon. Et donc, en 1845, Engels donne une première version qui consiste en gros à dire le plan, ce sera un plan organisé autour des objets. Un plan, en somme, autour des objets matériels, vous voyez. On peut oui, des produits. On peut calculer à l'avance à peu près, se dire par exemple que les gens ont besoin sur une année en moyenne de 2 paires de chaussures, donc on peut calculer à l'avance combien de paires de pompes on aura besoin de fabriquer, bon, vous voyez, et donc ça c'est un plan uniquement matériel. Bon. Alors après, le problème va se compliquer beaucoup, parce que à ce plan matériel va se jumeler le problème de la comptabilité en temps de travail. Ben oui, répartir le travail. Et ensuite, chez Marx, ce sera d'abord ça, le problème. Répartir le travail, donc une comptabilité en temps de travail. Bon. Seulement là, ça pose tout. Et là, bon, je reprendrai ça la semaine prochaine, je m'en excuse, mais bon... Il y avait un autre point, c'est que dans la conception de la société, mais bon, on trouve dans d'autres concepts un peu collectifs, que ce soit la société, la nation, j'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup d'anthropomorphisme, c'est-à-dire on extrapole par exemple sur la conscience des notions liées à l'individu, quoi, sur le collectif, quoi. La société. Voilà, alors que ça ne fonctionne pas, on ne peut pas transposer l'identique, quoi. Et souvent, on représente un peu la société ou la nation un peu comme une sorte d'être collectif, une sorte d'humain plus grand que de surhumain. Ouais, alors, bon, ça serait d'ailleurs un problème qui a traversé complètement le mouvement socialiste et communiste. Par exemple, dans la deuxième internationale, ce que vous dites est totalement vérifiable. Ça va donner lieu à une psychologie sociale. Et en particulier, Kautsky est le théoricien d'une psychologie sociale qui d'ailleurs est chez lui profondément physicaliste, si j'ose dire. Il faut la concevoir quasiment comme une force physique. Bon. Mais, alors, chez Marx, cette conscience sociale qu'on a vu apparaître avec le plan, c'est un dérivé de Hegel. Là, c'est pas, vous voyez, c'est pas tellement, c'est pas une, bon, oui, c'est la philosophie allemande, l'idéalisme allemand, qui assimile l'homme à la conscience. Alors face à ça, Marx s'en est totalement et continuellement démarqué. Bon, parce que l'homme c'est d'abord le travail, etc. Bon, l'essence humaine qui est, vous voyez. Mais effectivement, son problème au niveau du collectif, ça va être de se demander qu'est-ce qui peut donner, en somme, l'équivalent de la métaphore de la conscience. Bon. Et là, on a la réponse, c'est le plan. Donc, mais alors là, effectivement, oui, vous touchez un point qui est terriblement embêtant. Est-ce qu'une institution comme ça, avec forcément des collectifs qui l'élaborent, etc., peut se transformer en une sorte de conscience de la société? Bon. Est-ce que c'est pas un groupe social uniquement? Est-ce que ce groupe social n'a pas des intérêts propres? Vous voyez? Bon, tout ça est loin d'être réglé. Bon.
Oui, José. J'ai pendant longtemps siégé comme syndicaliste dans des instances où on discutait avec l'inspecteur d'académie et autres, et notamment représentants du Conseil général, des besoins en éducation dans notre département. Construction de collèges, etc. Chaque fois, je le redis volontairement, chaque fois qu'on a proposé des constructions à tel ou tel endroit, parce qu'on avait besoin de collèges, parce qu'il y avait une évolution qui se faisait, etc., et qu'on pouvait anticiper des changements dans les populations. Chaque fois, je me suis entendu dire, et je ne savais pas qu'ils étaient marxistes, hein, par les représentants du Conseil général, médecinistes de l'époque, mais là vous faites de la politique. Ici, on est là pour administrer les besoins de la population. Alors, j'en profite parce que moi, je n'arrive pas à raisonner abstraitement. J'ai besoin de concret, là. Comment on fait pour faire émerger, je vais dire, les besoins, pour qu'on passe à l'administration des choses, et pas simplement à des rivalités liées, alors peut-être à des groupes sociaux, pour ne pas parler de classe, peut-être simplement à des individus, hein, parce que c'est tout ça qui se pose. Et j'en profite, puisque bon, j'ai un peu amorcé le truc, comment on fait pour qu'une société devienne consciente de ses besoins? Alors, c'est-à-dire, c'est quoi l'éducation dans ce cadre? C'est pour ça terrible, oui, parce que dans les premiers textes d'Engels, là, par exemple, ces conférences d'Eberfeld de 1845, on voit très bien d'où il sort l'évaluation des besoins, c'est du marché actuel. Bon. Et donc, on voyait bien, on essaie de faire une moyenne à partir des données du marché actuel pour pouvoir les anticiper. Bon. Alors évidemment, ça fera ricaner les tenants du capitalisme qui diront « Ah oui, mais après, quand vous aurez supprimé le marché, comment vous les évaluerez, vos besoins, etc. » Bon. Alors, on verra ça un peu la semaine prochaine, parce qu'il y aura, si vous voulez, chez Marx, il va finir par mélanger, mais par superposer 3 critères d'évaluation, à savoir le temps de travail, bon, l'anticipation des besoins, qui peut se faire, d'après lui, par une sorte de vaste consultation. Mais si c'est une vaste consultation, il n'y a pas beaucoup de textes d'ailleurs qui s'y rattachent. Il y en a un dans Misère de la philosophie, où justement il parle là d'une convention. Vous voyez, donc d'une vaste consultation sur les besoins directs, etc. Bon. Mais effectivement, il faudra bien trancher, si j'ose dire, entre des besoins contradictoires. La politique, j'y peux rien, mais bon. Qui tranchera? Pardon? Je dis qui tranchera? Qui tranchera? C'est ce qu'il faut. Ce qu'il faut éviter, c'est la mainmise d'une administration centrale, d'un État, etc. D'un individu, parce que le grand débat c'est bien beau, mais à la fin, qui est-ce qui tranche? Ça, ben là, bon, il faudrait faire quelque chose sur la révolution d'octobre en particulier, parce que... Bon, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Si ça amuse les copains, ben, j'essaierai de faire un topo sur la révolution d'octobre. Sur le dépérissement de l'État et la fin de la politique, quand même le fait, c'est que, par exemple, si on prend les sociétés sans État, c'est-à-dire les sociétés de chasseurs-cueilleurs où vraiment, on va dire, l'agriculture, l'élevage très rudimentaire destiné à l'autoconsommation, on remarque que ce ne sont pas des sociétés où il n'y a pas de politique, c'est au contraire des sociétés où il y a plein de politique, quoi. Donc, absolument, oui. C'est pour ça qu'on peut quand même douter que la disparition de l'État entraîne la disparition de la politique, quoi. Même si c'est plus lié à des rapports de production, d'échange et de consommation, ça peut être lié à d'autres choix, des rapports de pouvoir qui ne sont pas forcément liés qu'à ça. Bah ça, oui, je pense que là, vous avez pleinement raison de le dire.
bon, les sociétés sans État ne sont pas des sociétés sans pouvoir ni sans politique. Et d'ailleurs, même Engels le reconnaît. Bon, vous voyez. Et là, dans le corpus Marx-Engels, quoi, il n'y a pas d'autre réponse que la démocratie communale. Parce que l'administration, faudra... Bon, c'est un résultat, mais comment on y arrive et quelle forme elle prend pour éviter tous les dangers d'un étatisme continuellement résurgent, vous voyez, il n'y a que cette réponse-là. Ce que j'ai cru comprendre justement, c'est que dans les textes, il n'y a pas vraiment de définition, c'est un grand mot, mais de réflexion sur l'État, j'ai l'impression. Et tout à l'heure, je me disais, est-ce que l'État, c'est pas la dictature du prolétariat, et qu'est-ce qu'on met derrière, quoi? Alors, bon. Mais l'État, enfin, est-ce que j'ai bien compris ce que tu disais? Attention, bon, je ne pouvais pas tout dire. Ouais. La réflexion sur l'État, elle y est. Elle y est? Oui, oui. Bon, et elle est très, très compliquée chez Marx. Il y a deux périodes, si vous voulez, essentiellement, chez Marx à propos de l'État. Jusqu'en 1850, en gros, il insiste sur un État qui est une sorte de mystique de l'intérêt général, par exemple, au-dessus des classes, etc., qui s'érige au-dessus des classes. Bon. Mais après, à partir en gros surtout du 18 Brumaire, il va compliquer sa définition de l'État. Pourquoi? Parce que d'abord, l'État joue un rôle d'unification de la classe dominante. C'est pas une simple expression de la classe dominante. C'est lui qui en bricole à bien des égards, vous voyez, l'intérêt commun, donc ça c'est le premier aspect. Et ensuite, il va compliquer le schéma parce que il sait très bien, après en tant que dirigeant politique, que l'État peut passer des compromis. Que l'État donc a aussi une fonction de direction qui n'est pas simplement la fonction de violence. Bon, il va donner un exemple dans le livre 1 du Capital, la limitation de la journée de travail. Ça n'est possible, dit-il, que par une loi. Et c'est l'État qui passe le compromis, parce qu'il faut un compromis général. Bon, là, c'est l'État qui le passe, pour toutes sortes de mauvais motifs. Hein, ça va du fait qu'on manque de soldats, vous voyez, donc, c'est aussi une atteinte à la production, etc. Donc, c'est l'État qui régule les intérêts de la classe dominante, y compris en passant des compromis avec la classe dominée. Bon. Alors, vous voyez bien, la problématique de l'État, elle s'est compliquée. Bon. Et en face, l'État socialiste. Bon. Il faut à la fois concevoir que sa figure proprement répressive va en un sens se socialiser, mais dépérir comme fonction à part. Vous voyez, par exemple, dans la tradition marxiste après, la milice générale à la place de l'armée de métier, par exemple, hein, pour donner une vague idée approximative. Bon, il y a ça, mais son rôle directeur, bon, ce que ensuite on thématisera l'hégémonie, qui existe en germe chez Marx, ça ne peut lui venir que de la puissance expansive de la démocratie directe. Bon. Ça, c'est dans la guerre civile. Après, Marx n'a pas connu d'autres tentatives que celle-là. Et évidemment, si un jour on parle de la Révolution d'octobre, on va s'apercevoir que là, malheureusement, il y a eu deux modes de concentration, puisque l'État, si vous voulez, concentre le pouvoir, hein, il concentre la domination de la production, il la concentre en lui, en quelque sorte. Donc, la concentration de pouvoir qui existe dans le procès de production, dans la division du travail, etc., l'État la concentre. Bon.
Mais au niveau de la révolution d'octobre, il va y avoir deux modes de concentration qui vont se rentrer dans la gueule mutuellement. Et pour cause, les soviets, la démocratie directe, l'appareil du parti. Et si vous regardez les textes, ils sont clairs. Hein. En 1917, bon, tout le pouvoir aux soviets, mais dans la maladie infantile, si vous regardez, bah, la véritable pyramide du pouvoir, c'est celle des organisations à l'intérieur, sous la houlette du parti, et les soviets qui sont en quelque sorte la fameuse courroie de transmission du parti. Bon. Un des aspects, le drame de la révolution d'octobre. Bien sûr. Bon. C'est vrai. Hervé. Du vision de Marx et d'Engels, on va dire, par rapport à leurs contemporains, à cette époque-là, ils étaient, on va dire, Marx et Engels, n'étaient pas en position de monopole dans la production de la pensée socialiste, ou communiste. Il y avait des penseurs, plein de penseurs socialistes, anarchistes, même communistes, on va dire, non marxistes. Comment, en termes d'interaction avec les autres courants, comment les autres courants ont réagi éventuellement et comment ils ont interagi avec ces positions? Bon, très souvent, les anarchistes à l'époque sont liés à des formes du genre la mine aux mineurs, etc. Dans les congrès de la Première Internationale, de ce point de vue-là, il y a un choc. Bon, que Marx remporte assez facilement. Bon. Mais pour la question du pouvoir d'État, le seul moment où ça se rapproche un peu, c'est précisément la guerre civile en France. Parce que autrement, bon, avant l'expérience de la Commune, bon, Marx a déjà parlé de la disparition, du dépérissement de l'État. La formule qui signifie que les fonctions, vous voyez, perdront leur caractère politique, etc., elle est déjà dans le manifeste. Bon. Mais il est évident que là, il y a eu choc direct et frontal avec les anarchistes. Bon. Et dans la Première Internationale, c'est très clair. Bon. Alors, il a perdu. Et il a perdu. Il a perdu. Je crois que c'est pas le choc avec les anarchistes qui a provoqué la dissolution de la Première Internationale. C'est le désastre de la Commune qui fait que le mouvement, bon, et aussi, il faut le dire, pour la guerre franco-prussienne, etc., qui a donné lieu ensuite à l'interdiction au moins des activités ouvertes du parti allemand. Bon. Il pouvait se faire élire au Parlement, mais pas faire de meeting pour se faire élire, en gros, pour aller vite. Vous voyez, bon, c'est ça qui a provoqué le cassage de gueule de l'Internationale, et le fait que, face à la réaction, bah, elle s'est exilée à New York, et ils ont envoyé le Conseil Général à New York, mais bon, il était décentré, parce qu'à l'époque, c'est pas à New York que les mouvements ouvriers sont puissants. C'est en Europe, et en Europe, ils sont brisés. Là, ça a été la grosse catastrophe. Bon. Alors après, ben, oui, il y a eu aussi des haines personnelles, il y a eu tout avec, bon, entre Bakounine et Marx. Mais je pense que le rapport avec l'anarchisme, si vous voulez, ça explique que Marx n'ait jamais totalement renoncé à l'idée du dépérissement de la politique. Bon. Ça, c'est en somme l'empreinte que les socialistes antérieurs et les anarchistes ont pu avoir sur lui. Maintenir que le dépérissement de l'État sera aussi celui de la politique. Ce qui, à mon avis, était mettre les pieds dans un bourbier inextricable. Mais bon. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Marx a tout de même son mérite essayé de penser l'après-capitalisme, c'est-à-dire que justement dans une société communiste, on parlait tout à l'heure de lutte de pouvoir, mais les luttes de pouvoir,
c'est vraiment propre à la société capitaliste qui met les travailleurs en compétition. Donc on est sans arrêt dans les luttes de pouvoir. Mais à partir du moment où il y a dépérissement de l'État et de la politique, on n'est plus du tout dans la même société. Donc les luttes de pouvoir devraient disparaître. Si je peux compléter ou poursuivre, à partir du moment où il y a dépérissement de l'État et de la politique, c'est-à-dire à partir du moment où il y a abondance. Quelle abondance! Non mais, Oui, mais moi, c'est pas ce que je dis. non mais qu'est-ce qui pourrait entraîner, qu'est-ce qui pourrait causer le dépérissement de l'État et de la politique? Qu'est-ce qui pourrait avoir cet effet? C'était pas mon sujet, je voulais dire que s'il y a un dépérissement de l'État, donc on voit disparaître aussi les luttes de pouvoir. Oui, mais qu'est-ce qui peut causer le dépérissement de l'État? Alors bon, dans les textes de la tradition, c'est clair, c'est le dépérissement des classes. Quand les classes disparaissent, l'État disparaît avec. Bon, mais d'où aussi le fameux bémol de Lénine disant oui, ben, d'accord, les antagonismes de classe disparaissent, mais bon, on traîne peut-être encore d'autres contradictions. Bon, vous voyez, l'abondance, c'est un résultat. Bon, mais là encore, quelle abondance! Bon, hein, on a tiré vraiment la critique du programme de Gotha, on l'a tiré dans le sens du pays de Cocagne. Je crois que là, on s'est mis encore les doigts dans le pétrin pour être poli, quoi. Autre question, autre question. On conclut? Ah, bah, Allez, ben on va conclure là, on va s'arrêter là, et on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Merci. Merci.